Je remis le tout dans la boîte en me promettant de ne plus céder à la curiosité. Mais je ne tins pas longtemps. Ces cahiers dégageaient la même force de séduction que Lila diffusait autour d'elle depuis qu'elle était petite. Elle traitait le quartier, les membres de sa famille, les Solara, Stefano, tous les gens et toutes les choses avec la même impitoyable précision. Et que dire de la liberté qu'elle prenait avec moi, avec ce que je disais et pensais, avec les personnes que j'aimais et même avec mon physique. Elle avait fixé des moments qui pour elle avaient été décisifs, sans se préoccuper de rien ni de personne. On y trouvait intact le plaisir qu'elle avait éprouvé quand à 10 ans elle avait écrit ce petit récit, La Fée bleue. On y trouvait tout aussi vive sa douleur parce que notre institutrice, Madame Oliviero, n'avait pas daigné dire un mot de ce récit et l'avait complètement ignoré. On y trouvait sa souffrance et sa colère parce que j'étais allée dans le secondaire sans me soucier d'elle en l'abandonnant. On y trouvait l'enthousiasme avec lequel elle avait appris la cordonnerie, son sentiment de revanche qui l'avait poussée à dessiner de nouvelles chaussures et son plaisir à réaliser sa première paire en compagnie de son frère Rino. Voilà la peine, quand son père Fernando avait jugé que les chaussures étaient mal fabriquées. Il y avait de tout dans ces pages, mais on y lisait surtout sa haine envers les frères Solara, la détermination féroce avec laquelle elle avait repoussé l'amour de l'aîné, Marcello, et le moment où elle avait décidé, à l'inverse, de se fiancer avec le doux Stefano Caracci, l'épicier, qui par amour avait voulu acheter la première paire de chaussures qu'elle avait réalisée en jurant qu'il la garderait toujours. Ah, cette belle période où, à 15 ans, elle s'était sentie une petite dame riche et élégante au bras de son fiancé, qui, seulement parce qu'il l'aimait, avait investi des sommes importantes dans la fabrique de chaussures de son père et de son frère, les chaussures de marque Cerullo. Et toute la satisfaction qu'elle avait éprouvée. Les chaussures qu'elle avait imaginées et qui étaient dans une large mesure devenues réalité. Une maison dans le quartier neuf, un mariage à 16 ans, et les noces fastueuses qui avaient suivi. Comme elle s'était sentie heureuse. Et puis Marcello Solara, en compagnie de son frère Michele, était apparu au beau milieu de la fête, portant aux pieds précisément les chaussures auxquelles son mari avait prétendu être tellement attaché. Son mari. Quel genre d'homme avait-elle épousé? Maintenant que c'était fait, allait-il tomber le masque et révéler un autre visage, horriblement réel? Des interrogations et des faits qui décrivaient notre misère sans l'embellir. Je consacrai beaucoup de temps à ces pages, des jours, des semaines. Je les étudiai et finis par apprendre par cœur les extraits qui me plaisaient le plus, ceux qui m'exaltaient, m'hypnotisaient ou m'humiliaient. Derrière leur style naturel, il y avait certainement un artifice, mais je ne sus découvrir lequel. Enfin, un soir de novembre, exaspéré, je sortis en emportant la boîte avec moi. Je n'en pouvais plus de sentir Lila derrière mon dos et en moi, même alors que j'étais très estimée et avais maintenant une vie en dehors de Naples. Je m'arrêtai sur le pont Solferino et regardai les lumières filtrées par un léger brouillard glacé. Je posai la boîte sur le parapet et la poussai doucement, petit à petit, jusqu'à ce qu'elle tombe dans le fleuve, presque comme si c'était elle, Lila en personne, qui basculait dans le vide avec ses idées, ses mots, la méchanceté avec laquelle elle rendait coup pour coup à tout le monde, et sa manière de s'emparer de moi comme elle le faisait avec tout ce qu'elle effleurait. Personnes, objets ou événements, livres et chaussures, douceur et violence, mariage et nuit de noces, ou retour au quartier dans son nouveau rôle de Madame Raffaella Caracci. Je n'arrivais pas à croire que Stefano, si gentil et si amoureux, ait pu offrir à Marcello Solara le travail de Lila enfant, le résultat de tous les efforts qu'elle avait mis dans les chaussures qu'elle avait créées. J'oubliais Alfonso et Marisa, qui discutaient entre eux, les yeux brillants, assis à la même table que moi. Je ne fis plus attention aux éclats de rire ivres de ma mère. Tout s'était éloigné. La musique, la voix du chanteur, les couples qui dansaient, et Antonio qui était sorti sur la terrasse, étouffé par la jalousie et qui restait là, de l'autre côté de la porte vitrée, à fixer la ville violette et la mer. Même l'image de Nino, qui venait de quitter la salle tel un archange sans annonciation,